La couverture de Reporter, je vous l'annonçais au début de ce magazine, est consacrée cette semaine à un trafic ignoble d'enfants. Un trafic qui s'est mis en place en Roumanie pour satisfaire une demande d'adoption occidentale de plus en plus forte. Sur les 5 premiers mois de l'année, ce sont près de 4000 enfants qui ont quitté la Roumanie pour un pays d'accueil comme les États-Unis, le Canada ou la France. La Roumanie est ainsi en passe de devenir le premier pays fournisseur d'enfants adoptables. J'emploie volontairement le mot fournisseur, car c'est bien d'un marché qu'il s'agit, un marché où 30% des enfants adoptés le sont dans des conditions moralement inacceptables. Pour Reporter, une équipe de la 5 a réussi à infiltrer un réseau d'approvisionnement mettant ainsi à jour l'effroyable réalité que vous allez voir. Caméra cachée, nos 2 journalistes, Bernard Vaillot et Pascal Épée, se sont fait passer pour des hommes d'affaires, cherchant bien sûr à adopter un enfant. La mécanique se met en route, l'enquête commence, elle est signée Bernard Vaillot, Pascal Épée. Le couloir d'un hôtel. Ici, du temps de Ceausescu, la Securitate épiait, traquait le touriste ou l'homme d'affaires. 1991, la traque se poursuit, mais les acteurs ont changé. Les sécuristes ont laissé la place aux vendeurs d'enfants et les touristes sont de plus en plus souvent des couples d'occidentaux en mal d'adoption. Aujourd'hui, en quelques jours, à Bucarest, on peut trouver un enfant à adopter. Il suffit d'y mettre le prix. Hôtel Président, chambre numéro 12. Caméra cachée et fausse identité. Officiellement, je suis un représentant de commerce français, accompagné d'une traductrice qui profite d'un voyage d'affaires pour essayer de trouver un enfant à adopter. Facile, le premier chauffeur de taxi rencontré l'après-midi même connaît l'homme de la situation. Il s'appelle Valentin, il a 20 ans et depuis 1 an est spécialisé dans le marché de l'enfance. Première rencontre, extrait. În România găsești foarte greu la ora actuală copil, fără să plătești părintele. Și ei, ăștia, părinții vor între 1500 și 2000 de dolari, cât mai mici. Adică nu cât mai mici, să fie sub 4-5 ani. Adică un băiat de 1 an. Aș putea la 1 an și jumătate, așa, 2 ani. Aș putea să vă arăt un băiat de 1 an, chiar mâine, care este mai ieftin. Eu personal, făcându-vă dosarul și actele, dându-vă tot în mână până la pașaport, sunt 2500. 2500 $. Oui. Pour vous. Oui. Plus copilul. Plus copilul. Donc, deci copilul 2000 de dolari și 2500 pentru dumneavoastră. 4500, nu? C'est notre problème avec cu intervențiile care trebuie să făcute, pentru că, dată fiind situația asta, în acest moment sunt foarte mari probleme, deoarece primarul nu mai vrea să semneze. Vor să oprească totul. Primarul, asta e cine? Primarul Bucureștiului. Trebuie dat un ciubuc și la primar? O atenție, nu ciubuc. Durează cât la tribunal? Dacă aveți noroc, cu intervenții și pentru că intervențiile sunt necesare în România. 3 săptămâni. Ainsi donc se négocie l'avenir d'un enfant. Car là, il s'agit bien de négoce. Bien sûr, ces bambins couvés par leurs nouvelles mamans américaines ont échappé en majorité à ce sinistre marchandage. Reste la minorité, une grosse minorité, 20, 30, peut-être 40% des adoptions. Dans certains cas, c'est une véritable industrie avec des avocats, des rabatteurs, des gens qui cherchent les enfants et qui les amènent à l'avocat qui, lui, de son côté, je veux dire quelque chose d'un peu horrible, mais en fait, cherche des clients. Et la rencontre de ces clients et de cet avocat qui a des enfants à sa disposition déclenche le trafic. À votre connaissance, quelle est l'ampleur, quelle est la puissance réelle de la mafia qui organise ce trafic d'enfants? Je ne peux pas le dire. On sait simplement quels sont les tarifs. Le mot est affreux. Mais on sait que ça tourne parfois entre 5 et 10 000 $, c'est-à-dire entre 30 et 60 000 francs français pour un enfant. Ici, il faut savoir qu'un salaire, et un très bon salaire, c'est 100 francs par mois. Bon, on est à ce niveau-là. Hein. La Roumanie est-elle une mère indigne? La Roumanie brade-t-elle ses enfants?
Évidemment, la question est perfide, mais surtout, elle est fausse. Pour créer un marché, il faut des vendeurs, mais également des acheteurs. Et le marché devient florissant lorsque les vendeurs sont très pauvres et les acheteurs sont très riches. Lorsque l'on offre des enfants en détresse à l'avenir incertain à des parents adoptifs usés par des années d'attente. Le marché roumain existe comme le marché brésilien ou colombien, parce qu'il existe des parents en Occident prêts à tout pour avoir un enfant. Pourquoi les gens vont en Roumanie? Bon, parce que c'est un pays qui est très proche du nôtre. Certaines personnes désirent un enfant proche d'eux physiquement. Dans certains pays, les enfants sont plus colorés, sont moins blonds, ont les yeux moins bleus. Et certaines personnes ont désir aller en Roumanie certainement pour cela. D'autre part, il y a eu un choc immense en France et certainement dans d'autres pays, au travers des reportages qui ont été montrés, de cette masse d'enfants que l'on montrait si carencés, si en demande de parents, et en faisant croire aux personnes qui regardaient ces émissions que ces enfants étaient orphelins. Ils sont en rien orphelins, ils sont en attente d'une situation familiale, qui sera peut-être l'adoption, mais qui sera autre chose. Donc les gens qui ont regardé ces émissions ont cru vraiment, et je crois de bonne foi, qu'il y avait des masses d'enfants quelque part dans le monde qui les attendaient. Qui sont ces enfants? C'est vrai, peu d'entre eux sont réellement orphelins. Leurs mères, souvent très jeunes dans ce pays où la contraception reste un luxe, sont simplement incapables de subvenir à leurs besoins. Alors, soit elles placent l'enfant dans une institution comme ici, soit elles cherchent à le vendre. Parfois d'ailleurs, il n'est même pas nécessaire de chercher. Histoire vraie, en pleine rue à Bucarest, une jeune femme enceinte s'est vue proposer par un couple d'Américains 4 000 $ pour abandonner son enfant dès l'accouchement. « 24 heures après notre première rencontre, Valentin, notre intermédiaire, revient. Il est heureux. La chasse fut bonne. Ce soir, il a 2 enfants à nous proposer. Le premier est un petit garçon, il a 5 mois et demi, il s'appelle Daniel. Sa mère, âgée de 19 ans, attend dehors dans une voiture. Nous ne la verrons pas. Au casă și n-au casă, adică este ceva, o cameră, o încăpere fără niciun pat din pământ, nu televizor, nu telefon, nu telefax, nu video, nu... Adică sunt extrem de săraci. Da. Vor bani să-și construiesc o casă. Valentin pense à tout. C'est lui qui nous suggère de faire quelques images de l'enfant avec un caméscope afin que mon épouse, censée être restée à Paris, puisse choisir à distance. Sans scrupule, il réinvente le catalogue et la vente par correspondance. Après Daniel, Valentin nous propose Marina, une petite fille de 14 mois. Sa mère, 22 ans, a déjà 2 autres enfants, est à nouveau enceinte et surtout, elle a besoin d'argent. Troublés par cette situation humainement douloureuse, nous avons de plus en plus de mal à jouer notre rôle. Devant notre absence d'enthousiasme, Valentin croit que la vente est mal engagée. Alors tout de suite, il contre-attaque. Il nous promet d'autres enfants pour demain et, dernière carte, il nous propose ce qui, pour certains, est le rêve absolu. Un enfant qui est né aujourd'hui? E o problemă deoarece nu poate fi văzut, e maternitate. O să încercăm să-l vedem până când plecați. Mâine e vineri, poate sâmbătă dimineața. În dezvoltarea științei, culturii, Comment un tel marché a-t-il pu voir le jour? Flashback. Pour la première fois en 1980, Ceausescu autorise l'adoption d'enfants roumains par des étrangers. La procédure est alors purement administrative, mais nécessite la signature personnelle du président. Ainsi, en 1981, 145 enfants roumains arrivent à Paris, adoptés par des familles françaises, dont les demandes sont de plus en plus nombreuses. Mais dès 1983, les dossiers peu à peu sont bloqués à Bucarest. Ceausescu refuse de les signer. En fait, il utilise les enfants comme monnaie d'échange politique. Plus les critiques françaises seront dures à l'égard de son régime, plus la signature présidentielle deviendra rare au bas des dossiers d'adoption. Résultat, des dizaines, puis des centaines de familles françaises vont pendant 3, 4, 5 ans multiplier les allers-retours à Bucarest pour voir l'enfant qu'elles ont adopté, mais qu'elles ne peuvent sortir de Roumanie.
Nous avons vu les jours s'écouler et malheureusement les petits lits restent vides. Et les 2 petits lits en question maintenant seront trop petits puisque les enfants vont avoir 31 et 33 mois. Une situation insoutenable que seule la révolution de décembre 1989 débloquera. En août 1990, le nouveau gouvernement réforme la loi d'adoption. Dorénavant, la procédure est juridique. Un magistrat doit constater l'abandon de l'enfant et prononcer un jugement d'adoption. L'enfant peut venir d'un orphelinat, via le Comité national pour l'adoption, ou directement d'une famille. Et là est le piège. En quelques semaines, des avocats, des médecins, des éducatrices, puis des chauffeurs de taxi, des garçons d'hôtel, bref, n'importe qui va chercher à jouer les intermédiaires entre les familles. Des intermédiaires qui au début étaient dédommagés, ensuite furent payés et aujourd'hui se font acheter très cher. En 1991, le marché de l'enfance est indécent mais prospère. Il est surtout très difficile à endiguer. C'est un marché dans lequel personne ne se plaint. Quand vous avez des marchés, un marché économique quelconque, il y a des gens qui peuvent avoir envie de dénoncer le marché qu'ils ont signé. Ici, tout le monde est d'accord. La famille qui s'est fait payer a l'argent, elle est contente de l'avoir eu. Elle est triste d'avoir perdu son enfant, mais elle a été obligée de le faire, et elle a de l'argent. Les gens qui ont adopté en payant de l'argent sont peut-être pas très fiers de le faire, mais ils sont les premiers à ne pas vouloir se dénoncer eux-mêmes. Donc à supposer même, et ce gouvernement a tenté de mettre de l'ordre, il n'avait pas de loi, mais à supposer même qu'il ait vraiment voulu porter le fer dans ce trafic, c'est un trafic que personne ne dénonce. Et si en plus il n'y a pas de loi qui réprime le trafic, alors comment voulez-vous réprimer? Puisqu'il n'y avait pas de loi. Et il n'y en a toujours pas. Aujourd'hui en Roumanie, aucune loi n'interdit à un intermédiaire comme Valentin de demander 2 500 $ pour trouver un enfant à adopter. La pratique est immorale, mais pas illégale. Tout simplement parce que personne, l'année dernière, n'a imaginé qu'un tel trafic puisse se développer. Il faut bien le dire, nous n'avons pas compris qu'une espèce de réseau souterrain se tissait parce que c'était profitable. Ça, ils nous ont pris de court. Et effectivement, là, la pression de l'argent venue de l'Occident, des États-Unis, du Canada, a été plus forte que nos moyens. Vous aviez sous-estimé l'ampleur du phénomène? L'ampleur du phénomène et la pression de l'argent. Tout, on sait tout sur ces intermédiaires, mais pour le moment, on ne peut pas rien faire. Moi-même, je l'ai demandé au début de mon travail ici, mais bien, mais est-ce qu'on ne peut pas rien faire avec ces intermédiaires en général, avec toute cette affaire? Et on m'a dit non. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas une loi précise qui interdit à quelqu'un de faire cette transaction. Cette loi, le gouvernement de Petre Roman, très sensibilisé au problème, l'a rédigée en urgence. Elle prévoit d'interdire les adoptions directes auprès des familles et d'instituer des peines de prison pour les intermédiaires. Le texte est prêt, mais, paradoxe de la démocratie, il est bloqué au Sénat depuis le mois de juin par les parlementaires. Et en attendant, la ronde infernale continue. Et les parents adoptifs, que pensent-ils de tout cela? Sont-ils choqués de devoir payer, ou la douleur de leur solitude est-elle si intense que l'argent finalement n'a plus d'importance? En fait, tout est affaire de nuances et de morale. Interpreter. I pay the interpreter daily. Every day. I paid like $30 a day. Most of the people that I've talked to, they don't. I mean, you pay $7,000. You're buying a baby. Yes, yeah. You know, I've had somebody come to me and say they wanted $4,000 and a fax machine for a baby. And a fax machine, and I said, no, I'm not going to buy a baby. Forget it. On ne peut pas acheter un être humain. On reviendrait au temps de l'esclavage. Ceci étant, dans l'adoption, il y a de l'argent qui circule. Dans l'adoption internationale en particulier, parce que c'est toujours dépenser de l'argent que d'acheter, acheter un enfant, que d'adopter un enfant à l'étranger. Donc c'est un problème, ce que vous soulevez, c'est un problème d'éthique. À quel moment on dépasse un certain niveau? À quel moment on va considérer qu'on est dans l'achat? Évidemment, la limite est insaisissable. Pour Isabelle et son mari, la longue marche vers l'adoption a pris fin en mars 1990, ici, à Orly, lorsqu'ils sont rentrés de Bucarest avec Marianne et Tina. Dans leur cas, l'adoption a été réalisée dans le respect absolu de la légalité. À l'époque, le trafic d'enfants n'existait pas.
Pas encore. Seuls pouvaient se déceler les premiers indices du futur dérapage. Récit d'une procédure qui débute par un coup de téléphone, celui de leur avocat à Bucarest. C'était le 15 janvier 90, donc quelques jours après la Révolution. Et il nous a dit, oui, il y a un bébé, dans les maternités, il y a des bébés qui sont magnifiques, et donc venez le plus tôt possible. Et vous êtes parti donc? Et nous sommes partis 15 jours après, le temps d'avoir les billets, enfin lui aussi, il avait à voir les maternités. Nous sommes partis et nous sommes arrivés le 3 février, et nous avons vu nous sommes à la maternité directement, accompagnés par l'avocat, et nous avons vu notre petit garçon. L'enfant avait été désigné parce qu'il avait pris contact avec des pédiatres, avec des accoucheurs, oui, avec différentes maternités. Et dans une des maternités, une accoucheuse a dit, oui, nous avons un bébé qui est abandonné. Alors l'avocat s'est occupé de tout, parce qu'il y a les traductions à faire, et après il y avait le conseil tutélaire, il y a tous les dossiers à assembler. D'abord l'autorisation du conseil tutélaire, l'autorisation de la mairie. C'est lui qui s'est occupé de toutes les démarches. Tout. Vous avez dû payer pour ce service, je suppose? Ah ben bien sûr, comme nous avons payé des honoraires d'avocat. Quel était le montant des honoraires de l'avocat? Le montant des honoraires était de 3 000 $ à ce moment-là. C'est-à-dire environ 15 000 francs? Environ 15 000 francs, et pour nous, c'était tout à fait normal, parce qu'il y a eu un travail de fourmi qu'il a fait pour que les dossiers avancent, pour que tout soit fait d'une manière réglementaire et que tout avance vite. Il fallait tout le temps qu'il soit constamment là-bas, il fallait qu'il aille voir les dames du conseil tutélaire, qui ne parlent pas français. Donc pour nous, c'était impossible La somme vous paraît justifiée? Tout à fait. On a eu un bébé magnifique grâce à lui. Pas une minute, j'ai eu le sentiment d'escroquerie ou de... C'était tout à fait normal. C'était. Le passé est important, car aujourd'hui, certains avocats roumains demandent le double, voire le triple. Hôtel Président, 14 h. Notre dernier rendez-vous avec Valentin. Il doit carrément nous emmener voir des enfants chez leurs parents, en l'occurrence des tziganes. Et la sinistre comédie continue, mais cette fois-ci, c'est la famille elle-même qui fait l'article. L'article, le voici, Marius, 16 mois, dans les bras de sa mère, 16 ans. Auzi, Marus, hai. Să duce, e prietenul, să duce. Mănâncă. Suge țâță. Suge. Suge. A fost în orfelinat? Nu, mamă, nu. S-a crescut acasă, mamă. Vaccine? Da, cum? Marius! Marius! Durant l'après-midi, Valentin va nous traîner de famille en famille. Inlassablement, les mêmes scènes vont se répéter, jusqu'à la nausée. Comment ne pas avoir envie d'hurler? Mais hurler contre qui? Contre ces intermédiaires sans scrupules, trop avides d'argent? Contre le gouvernement roumain, trop imprévoyant? Contre les gouvernements occidentaux, trop indifférents? Ou contre ces familles adoptantes, trop pressées? Ou contre ces mères misérables, trop inconscientes? Collectivement, tout le monde est responsable. En 1991, en Europe, des hommes, des femmes font profession du commerce d'enfants, et c'est intolérable. Dans ce drame, tout le monde oublie le principe même de l'adoption. On propose des enfants marchandises à une famille cliente, alors que l'adoption, c'est exactement le contraire. C'est trouver une famille pour accueillir un enfant. Quels seront les destins de Marius, Marina, Daniel et de tous les autres? Un jour, peut-être seront-ils adoptés. Pour eux, un souhait, un seul, qu'il s'agisse d'un acte d'amour et non pas d'un acte de vente.